programme, aujourd'hui, on va vous parler de comment respecter l'image de marque et comment être cohérent entre chacun de vos envois par courriel. Ensuite, on va vous présenter c'est quoi une hiérarchie visuelle, comment faire le bon choix dans vos infolettres, dans le fond, le bon choix d'image, pardon, dans vos infolettres, c'est quoi la psychologie des couleurs et comment créer des contrastes de couleurs, comment mettre en évidence un bouton d'action, donc un CTA, quelle longueur de texte choisir selon vos envois, comment tester un envoi par courriel et finalement, à la fin, on va vous présenter quelques outils de conception graphique. On va commencer avec le respect de l'image de marque. On vous met une image rapidement ici là, qui représente, dans le fond, une charte graphique. Une charte graphique, dans le fond, c'est un document qui va avoir un ensemble de règles pour vous permettre d'avoir une cohérence dans vos affichages. Là, présentement, il y a juste une page, mais tu sais, ça peut être un document pour avoir 20, 30 pages. Ça va dépendre de la complexité de l'entreprise, ces choses-là. Ce qu'on va retrouver dans une charte graphique, dans le fond, il y a le logo de l'entreprise, il va avoir les couleurs qui déterminent cette entreprise-là, le type de typographie qu'on va retrouver dans l'ensemble des communications. Il peut avoir des icônes, il peut avoir des images, puis on peut même aller jusqu'à avoir la forme des boutons. Tu sais, si les gens ils vont sur le site web et que les boutons ont des coins arrondis, ben, ça peut être intéressant justement de mettre des boutons aux autres endroits si on fait de la publicité en remarketing ou en Facebook, des choses comme ça. Ce que ça va permettre, dans le fond, c'est qu'on veut avoir une récurrence, on veut avoir une cohérence, peu importe où ce qu'on va afficher. On affiche sur YouTube, sur Facebook, que je vous vois sur le long de l'autoroute, ce qu'on veut, on va avoir une image qui est uniforme. On veut que l'internaute, dans le fond, quand il va arriver il va recevoir un courriel, autrement dit, parce qu'aujourd'hui, c'est un courriel, mais on veut en quelque part qu'il ne se sente pas dépaysé, qu'il a l'impression de toujours faire affaire avec la même entreprise. Juste comme ça, comme question, j'aimerais ça, vous me répondez dans le fond, dans le chat, si c'est la première fois que vous voyez, que vous entendez parler d'une charte graphique ou c'est quelque chose que vous utilisez déjà dans l'entreprise. Vous pouvez faire juste un pouce en l'air ou un pouce en bas. On veut juste comme tâter un peu le terrain pour voir justement si c'est quelque chose qui vous est familier ou pas. Ça ressemble un peu à quoi, Chloé, de façon générale? Pardon, c'est quoi ta question, Eric? Ben, dans le fond, c'est que je voulais juste voir si c'est la première fois que les gens ils voyaient ça, là, tu sais, qu'on parle d'une charte graphique ou encore c'est quelque chose soit qu'ils ont déjà dans l'entreprise ou qu'ils utilisent à l'occasion ou que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, là. Souvent, ben, je pense qu'en général, ceux qui vont connaître c'est quoi la charte graphique de l'entreprise, c'est soit les graphistes, donc Mhm. comme toi, ou les personnes en marketing, parce que souvent, moi, mon travail, un graphiste va devoir le valider par la suite juste pour être sûr qu'il y a une cohérence dans la marque, ou si c'est moi qui fais les visuels des images, que j'ai respecté les pantones, par exemple. C'est bon. Donc, pour faire suite à ce qu'Eric vient de mentionner, euh, c'est important d'aligner le texte de vos infolettes avec le ton de votre marque. Comme ça va contribuer à une expérience globale harmonieuse. Puis ça va aussi renforcer la crédibilité et la confiance de votre audience. Donc, par exemple, euh, c'est aussi important d'utiliser le même langage. Si vous parlez au je, que tous vos textes soient au je, que si vous parlez au vous, que vos textes restent au vous. J'ai mis quelques exemples à droite. Par exemple, pour Apple, euh, le slogan, c'est Think Different. Le ton, ici, dans leur communication, va être épuré, innovant. Il va être axé sur la simplicité. Pour Nike, qui est une marque de linge de vêtements de sport, le slogan, c'est Just Do It. Et le ton, ça va être des messages motivants, énergétiques, axés sur l'accomplissement personnel. Pour Coca-Cola, le slogan est Open Happiness. Et le ton va être surtout positif, joyeux, axé sur le partage et la convivialité. Donc, je vais laisser Eric continuer. Parfait. On va tomber dans la hiérarchie visuelle. Dans le fond, un courriel, dans le fond, quand on envoie un courriel à des prospects ou peu importe, quand ils vont ouvrir notre courriel en question, là, moi, j'aime ça appeler ça des fois un iceberg. Dans le fond, il y a juste une partie du courriel qui est visible. Un courriel, il n'y a pas réellement de limite de longueur de contenu qu'on peut envoyer dans un courriel. C'est sûr que plus que le courriel est long,
il y a certains gens qui ne liront pas le courriel dans l'ensemble, mais il y a possibilité d'avoir des courriels qui sont longs. Ça fait que là, c'est pour ça, ici, on a voulu illustrer une image, vous montrer une genre de ligne de flottaison. Ce qui veut dire qu'on a une zone qui est quand même assez restreinte pour pouvoir afficher un offre de base ou du moins inciter les gens à lire le courriel dans son ensemble. Ça fait que pour avoir continuer dans le même esprit de ce qu'on avait dit au départ, la chose la plus importante, c'est qu'on veut que l'internaute qui reçoit notre courriel, il sache c'est qui leur fait parvenir ce courriel-là. Ça fait que la première chose importante qu'on devrait mettre, autrement dit, dans le haut d'un courriel, ça serait le logo de l'entreprise. On veut que le client nous reconnaisse immédiatement. Puis, étant donné que c'est une superficie qui est quand même relativement restreinte, on veut que le message soit aéré. Il va falloir qu'on soit quand même assez bref dans ce qu'on veut donner comme information. Ça fait que on peut, à l'occasion, si on a des informations un peu plus complexes à donner, il y a possibilité de mettre des icônes. Ça va agrémenter, si on veut, le contenu, puis ça va alléger en même temps toute l'information qu'on veut y insérer. Puis ça va être plus agréable à lire parce qu'on a beaucoup de gens qui vont recevoir leur courriel puis qui vont les ouvrir avec un mobile. C'est un peu plus petit. Fait que c'est sûr que si c'est aéré, que les phrases sont courtes, les messages sont courts, bien, ça va être beaucoup plus facile à lire à ce niveau-là. De plus, la plupart des gens, ils ne liront pas votre courriel dans l'ensemble. Ils vont le zioter en forme de Z. Ils vont lire la première phrase, ils vont balayer le reste du message, puis ils vont finir la dernière phrase, ils vont voir le call to action, ces choses-là. Ça fait que c'est sûr que si, encore une fois, le, le- le contenu est volumineux au départ, ben, les chances que les gens vont cliquer sur votre offre ou sur le, le- le- le lien qui va vous amener à un autre endroit vont être plus difficiles. Ça fait que dans le fond, si on fait un genre de résumé de comment ça devrait se placer au départ, on commencerait avec le logo. Si on a une offre, ça serait l'offre qu'on verra à ce moment-là sur le visuel. On pourra avoir une courte description de ce qui nous indique de l'offre en question, puis on finit avec le bouton qui est le call to action, l'appel à l'action. Fait que ça ressemblerait un peu à ça, ce qu'on retrouvera au départ dans le visuel en question. Si on poursuit, après ça, c'est faire un bon choix d'image. Pour qu'un un courriel fonctionne bien, là, dans le fond, là, l'émotion, c'est essentiel, dans le fond, pour qu'on retienne l'attention. Tu sais, on veut créer une émotion. On a mis deux images ici, là. Selon vous, là, rapidement, là, est-ce que c'est l'image du graphique ou l'image du petit bébé qui vous attire, là, rapidement comme ça, là? Si, Ça semble, il y a beaucoup de gens qui disent l'image du bébé. du bébé, ouais. Oui. Fait que là, ce qu'on va faire, on va tous se mettre à faire des infolettes avec des bébés, on va vendre des bébés. Non, non, il ne faut surtout pas faire ça, commencer à vendre des bébés, c'est vraiment pas la chose à faire. Mais en gros, ce que je vais essayer d'illustrer, c'est que il faut, les gens vont être beaucoup plus attirés à voir des gens émotifs, des gens qui ont des expressions, des choses comme ça. Je sais que, je vais vous donner un exemple, attendez un peu, je vais juste voir mes notes parce que je ne sais pas tout par cœur. Euh, Dans le fond, là, ça arrive souvent, on va vendre des produits, puis des produits sont plates, là. Tu sais, c'est pas tout le temps sexy, les produits qu'on veut vendre. Un exemple que je peux vous donner, j'ai un client chez Nerd Marketing, que c'est une entreprise qui se spécialise dans les articles de gym. Puis à chaque mois, ils font une promotion, ils mettent un article, soit un appareil ou des choses comme ça en vente. Puis s'il y a de quoi qui est vraiment pas sexy, c'est bien des appareils de gym, ces choses-là. Le dernier mois, le produit qui avait été mis en vente, c'était un ballon, là, tu sais, un ballon d'exercice. Fait que, tu sais, il y a vraiment de quoi là, qui est plus plate qu'un ballon rond, bleu ou rose, ou peu importe. Si on peut le mettre dans son environnement, ben là, à ce moment-là, les gens se projettent dans l'offre que vous voulez faire. Ça fait que dans ce cas-là précis, ben, dans le fond, j'ai trouvé une photo qui mettait en action le ballon avec quelqu'un qui faisait des exercices dessus. Ça fait que là, les gens se voient déjà avec le produit en question, OK, je préfère telle affaire, je vais ressembler à cette personne-là si je m'entraîne assidûment. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui peut aider à vendre un produit, de le mettre dans son environnement. Une deuxième chose, souvent vous allez voir ça ou vous en recevez peut-être à l'occasion des courriels de massage. Mais des fois, ça va être de focusser au bon endroit sur une photo pour aller chercher cette émotion-là. Tu sais, au lieu
de faire un close-up, si on veut, sur les mains en question de la personne qui est en train de masser. Si on a le visage de la personne qui est détendue, là, c'est ça que la personne elle va rechercher si elle a un courriel, puis elle s'est abonnée ou qu'elle veut faire un achat là, de se détendre, ces choses-là. Ça fait que si on a la photo de la personne qui est détendue, là, les gens vont être peut-être plus incités à ce moment-là à cliquer pour justement profiter de cette offre-là. Puis finalement, une autre chose, si parmi vous autres, il y a quelqu'un que le service qu'il vend, c'est sa personne, bien, je vous encourage fortement à faire appel avec un photographe parce qu'un photographe, là, il va pouvoir vous mettre dans les meilleurs, il va vous mettre à l'aise pour vous faire des clichés qui vont justement bien vous faire paraître, là. Tu sais, moi, là, je sais que je ne suis pas photogénique. On voit toujours mon double menton, puis c'est pas ce qui est le plus intéressant pour essayer de vendre ma personne. Puis, un dernier point avant qu'on change de slide, je veux m'adresser à ceux qui sont à l'aise avec Photoshop. Si vous voulez justement attirer davantage l'œil, ça peut être intéressant de détourer une partie de la photo puis de la faire déborder soit sur une autre couleur ou sur une autre partie de la section du courriel. Comme ça va attirer l'œil. L'œil, il aime pas ça voir des choses qui ne sont pas symétriques, qui sont asymétriques. Ça fait, il va être attiré à ce moment-là davantage. Puis, une dernière chose que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser aussi des GIFs animés. Les GIFs animés, ça va attirer l'œil. La seule chose qu'il faut faire extrêmement attention, c'est que on n'a pas plein contrôle sur le type de messagerie que les gens vont recevoir leur courriel. Puis sur Outlook, le GIF, il ne fonctionne pas. Ça fait que c'est important à ce moment-là que ça ne soit pas une animation de texte. C'est juste des flocons qui tombent. Si les gens ne voient pas les flocons tomber, ils voient juste la première image, c'est pas plus grave que ça. Mais si on a un message à faire véhiculer puis qu'il manque un mot, et là, à ce moment-là, ça peut être un peu plus problématique pour ça. J'étais allé un peu vite pour cette slide-là. Dans le fond, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait deux facteurs importants qui influençaient justement l'émotion dans le courriel. Il y a les images, et en deuxième lieu, il y a les couleurs. Je vais passer dans la seconde slide qui est ici. Euh, Il y a possibilité dans plusieurs outils pour créer des infolettes d'habiller l'arrière-plan. Selon vous, là, rapidement, est-ce que c'est plus attrayant à l'œil l'image de gauche ou l'image de droite? Est-ce que tu... Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent l'image de droite, quelques personnes à gauche. OK. Je vais briser un peu les rêves ici, là. Euh, c'est à proscrire. L'effet est bien cute là, à droite, là, mais je vous inviterais là, à légèrement plisser les yeux. Là. Vous allez voir que la couleur des pantalons de la femme nous attire l'œil. Ce qu'on veut, on veut éviter que les gens soient distraits quand ils voient le courriel. On veut les attirer à appuyer sur le call to action ou avoir le message important. Puis dans ce cas ici, l'attention elle reste pas au centre de l'image en soi. Là. Ça fait qu'on peut arriver à ce moment-là à utiliser une de nos couleurs. Quand on parlait tantôt de la charte graphique, il y a possibilité d'utiliser une de nos couleurs de la charte graphique. Mais encore une fois, il faut faire aussi attention parce que ce qu'on veut, on veut que l'attention soit au centre sur notre message en question. Puis, tu sais, si je peux rajouter quelque chose à ce qu'Éric vient de mentionner, c'est que sur version mobile, le fond, on ne voit pas beaucoup. Fait que si votre fond, c'est une image, par exemple, comme des personnes comme ça, on risque de juste voir une main sur le côté. Fait que ça paraît pas aussi bien. Si vous voulez mettre une image, dans le fond, en arrière-plan, c'est préférable que ce soit quelque chose de répétitif, par exemple. Si c'est une infolette pour le temps des fêtes, puis que vous voulez mettre des flocons en arrière-plan, ben là, ça va bien sortir. C'est pas distrayant, c'est plus une décoration, si je peux dire ça. Donc, Hmm. voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Parfait. On est dessus, je veux juste être sûr, je n'ai pas sauté de slide. OK, on tombe dans la psychologie de la couleur. Que vous le vouliez ou non, là, on est tous manipulés par les couleurs. Les couleurs, là, ils ont un effet sur nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On va passer les couleurs ensemble. Dans le fond, rouge, la couleur de la passion. Parmi toutes les couleurs qu'on va vous présenter, là, le rouge, là, c'est la couleur on se fait vraiment influencer beaucoup par cette couleur-là. Euh,
vous allez remarquer, et beaucoup, cette couleur-là est beaucoup utilisée en restauration. Elle stimule l'appétit, puis on la voit beaucoup là, tu sais, là, on a ici comme exemple, on a marqué Pizza Salvatore, on a Coca-Cola, on n'a qu'à penser à Metro, IGA. C'est beaucoup d'entreprises qui utilisent le rouge justement parce qu'ils savent que ça va stimuler l'appétit, il y a un effet de gourmandise à ce niveau-là. Une autre chose qu'on peut vous dire aussi au niveau du rouge, c'est qu'il va y avoir un sentiment d'urgence. Tu sais, c'est utilisé aussi beaucoup, tu sais, pour illustrer le danger, ces choses-là, mais c'est aussi utilisé pour le côté urgent. Ça fait que vous allez voir souvent des ventes, là, tu sais, des ventes étiquettes rouges ou des ventes de dernière minute, là, vu que le rouge est beaucoup associé à justement le sentiment d'urgence, ben, les ventes de dernière minute vont beaucoup utiliser le rouge pour mettre de l'avant-plan leur promotion, ces choses-là. La deuxième couleur qu'on voit ensemble ici, c'est le jaune. Le jaune, là, c'est la couleur de la lumière. On parlait du petit bébé tantôt, là. C'est la première couleur à laquelle les petits bébés vont justement vont réagir à cette couleur-là. Puis il y a beaucoup de jouets d'enfants qui utilisent le jaune. On a juste à penser au petit canard pour prendre son bain, là. Le fameux petit canard que tout le monde a vu ou qui ont eu la chance d'avoir quand il était jeune, ces choses-là. Ben, le jaune, ça a un effet justement positif, l'énergie, le bonheur. C'est largement utilisé aussi pour les entreprises pour aller chercher les gens les moins fortunés, les gens plus modestes à ce niveau-là. On a juste à penser genre à IKEA, à Maxi, Dollarama. Quand on voit justement des étiquettes jaunes, on sait que les prix vont être bons, que c'est toujours justement des rabais à l'année, là, qu'on on trouvera pas un meilleur prix que ça. Ça fait que c'est beaucoup pour aller chercher le côté beau, bon, pas cher. Ensuite, on a le bleu. Le bleu est la couleur la plus employée en marketing. On le voit là, beaucoup de, de plateformes de médias sociaux utilisent le bleu. On n'a qu'à penser à Facebook, à Twitter. Euh, le bleu, ce qui va surtout inspirer, c'est la confiance, la sécurité. Puis, dépendamment si on joue aussi dans les teintes, un bleu foncé va démontrer un côté sérieux, élégant, puis va avoir un sentiment de sécurité à ce niveau-là. Ensuite, on a le vert. Le vert, c'est la couleur la plus choisie pour les entreprises en environnemental ou en produits bio. Euh, on, on- on a aussi un sentiment de santé, d'écologie, puis on a un calme intérieur et de bien-être. Ça a un effet apaisant, le vert. Vous allez remarquer qu'il y a souvent aussi des entreprises qui vont servir du vert pour décorer à l'intérieur de leur magasin, justement pour détendre la clientèle pendant qu'ils font leurs achats. Ensuite, on a le orange. Le orange est assimilé à la jeunesse. C'est comme ma couleur adolescente, je vous dirais. Là. On parlait tantôt du petit bébé là, en jaune. Là. Ben, le jaune, là, tu sais, c'est un peu là, on est un adolescent, on est créatif, on veut se défouler, ces choses-là. C'est une couleur énergique, la couleur du party, si on veut. Là. On la retrouve justement dans des entreprises comme Reese, Fanta, JBL, Orange Crush. Puis en même temps, cette couleur-là, elle a le côté incitatif du rouge sans inciter le côté urgent. Elle va inciter les gens à agir. Puis ça peut être subtil, là, mais si vous pensez au logo de Amazon, la petite flèche, là, elle est orange. Elle veut inciter les gens à faire des achats. Là. Tu sais, les couleurs, ils peuvent nous manipuler même quand on ne le sait pas. Là. Mais justement, le orange en question est utilisé chez Amazon pour la fameuse flèche. On arrive sur nos dernières couleurs. Le rose fréquemment a été adopté pour refléter la bienveillance, la douceur, la gourmandise. Ça a un petit côté sucré. Des petits plaisirs coquins, là, si on veut. Là. Le rose est souvent associé à ça. Euh, il a été énormément véhiculé à la sortie de Barbie. Je pense qu'on en a vu beaucoup du rose pendant cette période-là. Ça fait que c'est une couleur qui est beaucoup destinée justement aux enfants, aux femmes. Pensez à Barbie, justement, à Cosmopolitan ou à Avon. Après ça, on tombe au niveau du violet. Le violet, c'est la petite couleur mystérieuse. Elle a le côté des couleurs froides parce qu'il y a du bleu, puis le côté des couleurs chaudes à cause du rouge. Elle va chercher un peu, si on veut, les deux penchants à ce niveau-là, qui fait un côté un peu plus mystérieux. Elle va évoquer justement l'élégance, puis la couleur elle va stimuler la créativité, l'imagination. On n'a qu'à penser à Yahoo,
à Twitch ou à Hallmark. On va passer les deux dernières couleurs, le blanc et le noir. Le blanc, dans le fond, ça va être votre couleur passe-partout pour créer du contraste. On va parler du contraste un peu plus loin, mais la couleur blanc, dans le fond, c'est une couleur qui est épurée, qui véhicule la neutralité, la sobriété et la perfection. Puis, elle est énormément utilisée pour l'hygiène, le cosmétique et le luxe. C'est une couleur beaucoup exploitée justement en marketing, des fois pour créer les fameux contrastes, comme je vous ai dit juste avant. Puis finalement, le noir, qui évoque le mystère, l'élégance, l'intemporalité, mais également la douleur et la mort. Ça, on aurait peut-être pu ne pas le mettre. Chloé, là, on est dans le négatif ici. Là. On ne voulait pas être négatif aujourd'hui. Là. Puis finalement, ben, c'est ça, c'est une couleur de luxe. On va le voir beaucoup dans Chanel, Zara, Dior, là, mais en même temps, on va l'utiliser des fois pour créer justement des fameux contrastes comme on va voir dans la slide suivante. C'est ça. Puis si je peux rajouter quelque chose sur ce qu'Éric vient de mentionner, c'est important aussi lorsque vous utilisez des couleurs, dans le fond, de s'informer à qui vous, dans le fond, si votre industrie est principalement en Chine ou dans d'autres régions du monde, par exemple, la signification des couleurs ne sont pas les mêmes. Mhm. Surtout lorsqu'on parle de blanc, pour nous, comme Eric a dit, c'est la pureté, la nouveauté, alors qu'en Chine, par exemple, c'est relié à la mort. C'est l'inverse. Donc, c'est ça, il y a des petites nuances, mais si vous êtes au Canada, aux États-Unis, les codes de couleurs restent majoritairement les mêmes. Donc, voilà, c'est important de le mentionner aussi, là. Non, exactement. Puis si je peux encore renchérir davantage, c'est sûr que dépendamment de la culture, de l'âge, ben, on ne sera pas tout influencé de la même manière au niveau des couleurs non plus. Là. Ça fait que c'est ça à ce niveau-là. Si ensuite, on va descendre au niveau du contraste. Le contraste aussi, là, ça va être super important. Là. Tu sais, on a parlé d'images, on a des images percutantes, on met des gros titres, ces choses-là, mais là, il y a aussi le contraste parce que là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas sur quel type d'écran les gens ils vont recevoir leur courriel. Puis, on ne sait pas, mais on a aussi des lecteurs qui ont des problèmes de vue, que ce soit pour l'âge ou que ce soit des maladies comme les daltoniens, des choses comme ça. Il y a plusieurs maladies qui vont faire en sorte qu'on ne verra pas aussi bien les couleurs que des personnes qui ont une vue parfaite. J'ai voulu illustrer un peu des contrastes. Dans la partie du haut, ce que vous voyez, les textes sont tous un peu lisibles, mais des fois, il y en a qui sont un peu plus agressants. Là, ça va bien, on voit deux lettres. Là. Mais imaginez un paragraphe là, avec 10-12 phrases, là, écrit en vert sur un fond jaune comme ça, là, c'est un petit peu agressant. Là. Tu sais, le côté plaisir de lire ne sera pas optimal. Vous voyez, on a mis aussi des chiffres, là, si on veut. Là. Ben, l'accessibilité, le Web Content Accessibility Guideline ont établi une norme au niveau du web pour avoir un contraste qui soit optimal pour qu'il y ait le plus de gens possible qui soient en mesure de lire le contenu, que ce soit sur un site web, que ce soit un courriel ou peu importe. Un bon contraste, c'est 4,5 fois pour un. Autrement dit, comme l'exemple qu'on voit ici, là, le bleu sur le vert, ben, le vert, c'est-à-dire sur le bleu, a un contraste de 7,5 sur 1 par rapport à l'autre qui est un peu plus haut, qu'on voit que le rouge et le bleu sont très proches du 1,1 sur 1. Il est beaucoup plus difficile à lire. Euh, le standard que je vous montre ici, le 4,5 sur 1, mais dans le fond, c'est sur une lecture pour du texte en 14 points. Actuellement, là, sur le web, là, les, euh, les textes vont se situer entre 14 et 16 points environ. Là. Ça fait que c'est sûr que plus que le texte est gros, moins le contraste a besoin d'être présent. Là. Mais ça vous donne une brève idée du genre de contraste qu'on peut avoir. Il existe un outil qui nous permet de voir en ligne. On pourra vous l'acheminer ultérieurement, mais c'est le fun. On peut rentrer des données, puis il y a possibilité justement de voir le fameux contraste qui y a entre chacune des couleurs pour cette partie-là en question. Ce que ça va amener, bien, c'est sûr que si on a un bon contraste, on va avoir une meilleure lisibilité. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on veut optimiser l'expérience de l'utilisateur puis aller chercher le plus grand nombre de clics. Si les gens voient tout bien votre message, bien, à ce moment-là, ils vont être plus enclins
à cliquer sur l'offre. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Chloé? Oui, ben, je voulais dire, dans le fond, une fois que le webinaire va être terminé, l'enregistrement va être envoyé par courriel. Il va aussi avoir la présentation PowerPoint. Et dans la présentation PowerPoint, il va aussi avoir, on va vous mettre dans le fond, c'est quoi l'outil gratuit si jamais vous voulez tester vos contrastes de couleurs, s'ils sont corrects, dans le fond. Donc, vous allez pouvoir vous amuser dessus. Voilà. Puis pendant que ça me fait penser, Chloé, dans le fond, j'aimerais ça poser justement la question selon eux, là, de ce qu'on a vu là, ça serait quoi le contraste optimal? Ça serait quoi les deux couleurs qu'on devrait mettre ensemble justement pour avoir le contraste qui c'est le plus prédominant à ce moment-là? Là? Je pense qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Par exemple, si on écrit roulette de contraste de couleur dans Google, euh, Mhm. on va souvent voir les deux opposés, là, le fameux orange et bleu, par exemple, ou vert et rouge. Mais ça fait peut-être un peu mal aux yeux, par exemple. Je le recommande peut-être pas. OK. Moi, j'ai fait le test justement sur l'outil en question là, on va vous acheminer ultérieurement. Puis un contraste, on va dire du noir sur du blanc ou du blanc sur du noir, on va avoir un contraste de 21 pour 1. Ça fait que c'est sûr que là, c'est difficile d'avoir un contraste plus prédominant que le contraste noir et blanc, là. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de qu'est-ce qui est possible de faire à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont bien trouvé la réponse. Il y a plein de gens qui ont écrit blanc sur noir. Parfait. Donc, 10 sur 10, vous passez l'examen. Bon, on va passer à la slide suivante. Donc, comment mettre en évidence des CTA, des boutons d'appel à l'action? J'ai mis un petit exemple ici juste pour vous montrer une différence. Les deux images respectent la palette de couleurs de la compagnie. Par contre, c'est évident, il y a un bouton qui est plus facilement visuel à voir, dans le fond, rapidement. Donc, on parle de conversion parce que l'objectif principal lorsque vous envoyez une infolette, c'est souvent soit de convertir vos abonnés en clients ou de les informer. Dans tous les cas, c'est important de mettre le CTA en évidence pour qu'ils passent à l'action que vous voulez qu'ils font. Donc, que ce soit d'aller sur votre site web pour lire un article de blog, pour consulter vos services ou pour booker, par exemple, une démo avec quelqu'un aux ventes, par exemple. Il doit aussi être clair. Dans le fond, c'est que le sujet de votre bouton doit clairement énoncer qu'est-ce que le destinataire va recevoir en échange. Si vous mettez dans le bouton seulement le mot découvrez, ben, il manque de contexte un peu. Découvrez quoi? Découvrez vos offres et en apprendre davantage sur un certain produit. Donc, c'est important d'être clair. Des fois, je vois justement un bouton pas clair. Les gens ne vont pas cliquer dessus, ils vont avoir moins confiance. Finalement, engageant, un site qui est visuellement attrayant et bien placé va susciter davantage d'engagement vers vos lecteurs. Donc, il va y avoir plus de chances qu'ils se rendent justement sur votre site web pour avoir plus d'informations sur votre compagnie ou juste passer du temps pour s'informer davantage. C'est aussi important d'avoir une bonne facilité. Dans le fond, les cités permettent d'avoir une bonne facilité de navigation, surtout si votre infolette contient plusieurs promotions, plusieurs offres, plusieurs blocs d'informations. Les cités permettent justement de guider chaque bloc, c'est quoi l'intention derrière. Donc, vous pourriez avoir un bloc qui parle d'une promotion, le bloc suivant, c'est plus à titre informatif ou plutôt un bloc qui regroupe toutes les offres, un autre bloc qui parle plutôt des promotions pour les femmes, un autre bloc pour les hommes. Donc, les cités permettent vraiment d'avoir une clarté, dans le fond, dans qu'est-ce qui est présenté dans l'infolette. Et aussi, une autre raison de pourquoi c'est important de mettre un CTA dans une infolette, c'est que c'est mesurable. Par exemple, avec Cyber Impact, vous pouvez savoir toutes les adresses courriels des gens qui ont cliqué sur le CTA. Vous pouvez ensuite décider de reprendre ces adresses courriels-là et de créer une liste, par exemple, de contacts de personnes qui sont plus engagées envers votre marque, donc qui cliquent souvent sur vos CTA. Vous pouvez savoir c'est quoi le taux de clic. Donc, est-ce qu'il y a une offre ou une nouvelle qui a été plus pertinente envers vos lecteurs? Ensuite, ça permet de savoir quel type de contenu les gens sont peut-être plus susceptibles d'être intéressés envers. Donc, ça explique un peu pourquoi c'est important de mettre des cités en évidence et le but derrière ça. Donc, maintenant, je vais vous parler de la longueur du texte. Tu me laisses juste une seconde, je veux juste renchérir là-dessus, Oui, Chloé. bien sûr, vas-y, Euh, Eric.
on n'est plus en 2001, là. Vous n'êtes pas obligé de marquer, là, cliquez ici pour découvrir l'offre, là. On voyait beaucoup ça au début, là, tu sais, les gens n'étaient pas habitués justement les boutons en question, là, puis tu sais, c'était cliquer ici, puis cliquer là, puis ces choses-là. On n'a plus besoin de faire ça. Puis ce qui est surtout important, là, on parle de créativité depuis tantôt, là, mais des boutons en forme d'étoile ou des boutons en forme de rond ou en forme de petits lutins, là, les gens ne sont pas encore habitués à avoir des choses comme ça. Ça fait que soyez sobre dans les types de boutons. Restez dans des boutons carrés ou des boutons à coins arrondis, justement, pour les gens reconnaissent ça quand ils se promènent dans le web en général. Ça fait que vont être plus enclins à cliquer à ce niveau-là. Non, c'est vraiment un beau commentaire. Puis souvent aussi, je vais voir certains, par exemple, des clients qui utilisent Cyber Impact, au lieu de mettre un CTA dans leur bloc de texte, ils vont surligner le texte qui va mener vers un lien externe pour écrire cliquez ici, mais rendu là, vous êtes vraiment mieux de mettre le CTA puis d'écrire en savoir plus, par exemple. C'est plus attirant, vous avez plus de chances que les gens cliquent sur votre lien. C'est bon. Donc, maintenant, pour la longueur du texte, ça doit être la question qui me revient vraiment souvent. Les gens ont aucune idée de quelle longueur qui est acceptable ou non. Euh, c'est préférable, je vous dirais, d'envoyer plus souvent plusieurs infolettes avec un message ou courte que d'envoyer une infolette qui est super longue. Tantôt, Eric a parlé de ligne de flottaison. Il y a seulement la moitié des gens qui vont dépasser la ligne de flottaison. Donc, le moment d'attention des gens est vraiment court. Si vous envoyez des infolettes super longues, il y a vraiment peu de chances que les gens voient vos nouvelles à la fin. Tant qu'à ça, vous êtes mieux de les séparer en différents envois. Bien sûr, il faut faire attention. Je ne dis pas d'envoyer une infolette chaque jour parce que là, vous allez voir votre taux de désabonnés descendre. Et je vous dirais que l'idéal, c'est de faire des tests. Par exemple, si vous envoyez 2 à 3 infolettes par semaine, regardez s'il y a plus de désabonnés ou non. Si ça reste stable, OK, ça veut dire que c'est acceptable. S'il y a plus de gens qui se désabonnent que de gens qui s'abonnent, à ce moment-là, vous en envoyez trop. Fait que c'est de trouver le juste milieu là-dedans. Donc, c'est ça. Ici, j'ai mis quelques statistiques intéressantes, là. Les infolettes sont lues en moyenne 51 secondes. Donc, c'est pas long. Des fois, je vois des infolettes qui me prennent 5 scrolls de souris à faire pour me rendre jusqu'en bas. C'est trop. Euh, la densité idéale de texte, c'est vraiment court. C'est de 50 à 125 mots. C'est vraiment pas long. Au-dessus de ça, il y a peu de chances que les gens se rendent à la fin. Ici, j'ai mis un texte trop long, ça veut dire que ça demande trop de temps à investir de la part de votre abonné, alors qu'un texte trop court, ça veut dire que c'est pas important. Par exemple, une nouvelle qui aurait 25 mots, puis rien d'autre. Posez-vous la question, est-ce que c'est pertinent d'envoyer, par exemple, cette nouvelle-là tout seul de juste 25 mots? Ça risque de plus déranger les gens d'avoir reçu ça dans leur boîte de réception. Sinon, une infolette qui est trop longue, une autre raison d'éviter d'en faire, c'est que ça a plus de chances de déclencher les filtres anti-spam quand il y a trop de stock dedans. Et il est préférable, c'est ça, d'envoyer des courriels courts plus fréquemment que d'envoyer de très longs courriels occasionnellement. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la longueur des textes. Dis-moi, Chloé, Mhm. pour le dire aux gens de façon générale, est-ce que tu encouragerais justement à ceux qui font des infolettes de segmenter leur audience? Justement, si on a beaucoup de contenu, puis qu'on a du contenu qui va être plus pertinent pour un type de clientèle, puis de segmenter justement ces envois. Ça fait qu'à ce moment-là, tu vas diminuer la longueur de tes courriels, tu vas diminuer ta fréquence parce que ce n'est pas les gens qui vont recevoir l'ensemble des communications, là. C'est plus. Exactement. Tu sais, c'est la segmentation, c'est un autre gros élément important du marketing par courriel. Il y a tellement de possibilités au niveau de la segmentation selon les industries. Par exemple, ça pourrait être, vous avez une segmentation homme, une segmentation femme. Si vous êtes une boutique de linge ou une boutique qui vend justement des produits pour chacun des sexes, c'est vraiment pertinent parce que moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple, de recevoir c'est quoi les promotions sur les shorts des hommes cet été. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Je préférerais plutôt savoir, par exemple, c'est quoi les robes du moment. Quoique je ne juge pas s'il y a des femmes qui aiment porter des shorts d'hommes parce que c'est plus confortable. C'est juste, vous avez plus de chances d'intéresser la bonne personne. Vous pourriez décider de faire la segmentation par ville aussi. Donc, si vous êtes un blog que vous voulez parler d'une loi qui touche seulement le Québec, par exemple la loi 25, ben, à ce moment-là, la segmentation, on va seulement l'envoyer aux gens qui vivent au Québec.
ceux qui vivent dans le reste du Canada, aux États-Unis, c'est pas pertinent pour eux de savoir, par exemple, ça, ils ne sont pas touchés par cette loi-là. Donc, oui, la segmentation, c'est une vraiment bonne façon d'éviter, dans le fond, de diminuer vos taux de désabonnement, puis d'envoyer du contenu qui est plus susceptible d'intéresser vos abonnés. C'est bien. Fait que ce qu'on retient aussi, Chloé, c'est que tu ne profiteras pas des promotions pour acheter des shorts d'hommes à ton chat. Ben là, des fois, c'est moi qui magasine le linge de mon copain. Donc, j'étais peut-être un cas à part, mais vous comprenez ce que je voulais dire par là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. On- Donc, maintenant, la police d'écriture, des fois, je vois des infolettes aussi qu'il y a au moins 6 styles d'écriture différents. Euh, les gens aiment ça avoir du fun avec les polices, mais l'idéal, c'est d'avoir maximum 2 styles d'écriture différents. Un pour les titres, les sous-titres, et un pour le corps du texte, donc le texte qu'on retrouve dans les blocs de nouvelles. La tête de police qui est recommandée, c'est entre 14 à 16 pixels pour le corps du texte. Ça sort bien sur version de l'écran et ça sort bien aussi sur la version mobile. C'est aussi, je recommande idéalement de choisir une typographie web. Dans le fond, ça va comme être Arial, Verdana, Times New Roman. C'est les typographies qui sont un peu plus plates, si je peux dire ça, parce qu'elles ne sont pas spéciales. Tout le monde est habitué de les voir, mais il y a une raison derrière ça. C'est que c'est pas toutes dans le fond, les fournisseurs de courriels qui vont prendre en compte les typographies autres que la typographie web. Par exemple, les clients demandaient beaucoup de rajouter des typographies de Google dans Cyber Impact. Ce qu'on a fait, ça permet d'avoir une foule d'autres de polices de choix différents, mais elles ne sont pas compatibles partout. Ici, j'ai mis une liste des listes des clients de courriels qui supportent la police Google. On retrouve Apple Mail, iOS Mail, Samsung Email, Outlook sur Mac seulement, il faut faire attention, et Thunderbird. Donc, tous les autres fournisseurs de courriels, par exemple Outlook, mais pas sur Mac, sur Microsoft, ne supportent pas les polices Google. C'est pas si grave parce que ce que ça va faire, c'est que ça va remplacer la police Google par une police web. C'est juste que des fois, le rendu n'est pas pareil. Par exemple, si je mets un Montessera puis que je l'envoie à un client qui, lui, Outlook sur Microsoft, il ne va pas voir Montessera comme police d'écriture. Il risque d'en voir une autre remplacée par une typographie web. Il risque de voir, par exemple, Arial. C'est pas la fin du monde, c'est juste que des fois, ça sort mal et ça ne représente pas du tout la marque. Donc, c'est ça. C'est la seule chose que vous devez tenir en compte lorsque vous décidez de choisir la police. Souvent, je vais dire aux gens, tu sais, si vous voulez absolument utiliser des polices Google, mettez-le dans vos titres. Puis, parce que c'est des écritures un peu plus fancy ou le fun, si je peux dire ça. Mais pour le corps du texte, restez avec des typographies web que vous êtes sûr que 100% des gens vont bien voir sur l'autre type de fournisseur de courriel. Sinon, pour ce qui est la version mobile, la prochaine slide, donc un fun fact, il y a 4 courriels sur 10 qui sont ouverts sur mobile. Donc, c'est 40% des gens qui ouvrent leur courriel sur leur cellulaire. Moi, j'ai été surprise. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui ouvraient leur courriel sur cellulaire. Et vous pouvez m'écrire en commentaire d'ailleurs, vous êtes plus du genre à ouvrir vos courriels sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Donc, quand, euh, quand on fait des envois par courriel, c'est important de ne jamais envoyer une seule image comme infolette. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens, au lieu de mettre un bloc d'image, un bloc de texte, un CTA, ils vont que mettre un bloc d'image, puis insérer le texte dans l'image. Pourquoi ça ne pas faire? Dans le fond, c'est parce que, par exemple, sur Outlook ou sur Gmail, pour voir une infolette, vous avez toujours dans le haut du courriel qui dit télécharger les images, mettons, pour cet envoi. Mais c'est ça qui va arriver. Si vous avez seulement une grosse image avec rien d'autre dans votre infolette, les gens ne vont rien voir. Ils doivent absolument cliquer sur voir l'image. Tandis que si vous avez du texte, des images, ils ne verront pas les images, mais au moins ils vont voir le texte. Euh, Sinon, lorsque vous mettez un bouton d'appel à l'action, c'est important de penser grosseur pouce. Sinon, ben, ça va être trop difficile de cliquer dessus. C'est aussi important d'avoir une séparation claire entre chacune des sections. Quand on scrolle sur la version mobile, si tout est trop collé, c'est difficile à lire. Et finalement, c'est important aussi de faire attention à la lisibilité des colonnes. Quand je dis ça, c'est que des fois, les gens ils vont mettre 5 colonnes une à côté de l'autre.
faut juste penser qu'en version mobile, ça va être vraiment trop serré. Donc, d'habitude, je recommande de ne pas dépasser 3 colonnes, une à côté de l'autre. Maintenant, la prochaine slide, qui est très importante, c'est tester vos envois. Ici, je vous ai mis une liste, dans le fond, le top 4 des fournisseurs de messagerie. Les statistiques datent de août 2023. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que 58% des gens vont ouvrir leur courriel sur l'application Apple Mail, 28,70% vont l'ouvrir sur Gmail, 4% sur Outlook et 2,74% sur Yahoo. Ce que vous devez comprendre de ça, c'est que les gens vont ouvrir leur courriel sur différentes plateformes, d'où l'importance de tester vos envois pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien sur chacun des fournisseurs de messagerie, mais aussi sur différents appareils mobiles, que ce soit un iPhone, un Google Pixel, un Samsung. À droite, d'ailleurs, je vous ai mis un outil qui s'appelle Email on Acid. C'est un outil que j'utilise pour CyberImpact. Ce que ça permet de faire, c'est que ça vous permet d'envoyer de CyberImpact à Email en acide un courriel test que j'appelle. Puis, vous allez pouvoir voir sur chaque appareil, par exemple, un iPhone 15, un iPhone 17, un Google Pixel 6 versus un Google Pixel 8, sur un écran d'ordinateur versus toutes les possibilités. Vous allez pouvoir voir comment le visuel de votre infolette sort. Vous allez voir qu'il y a des fois il y a des petites différences. Le but, c'est dans le fond de jouer pour trouver le courriel qui va apparaître le mieux un peu partout. Si vous étudiez CyberImpact, ne stressez pas avec ça. Les modèles les pré-bâtis, dans le fond, sont déjà bâtis pour que ça sorte très bien partout. C'est vraiment plus si là, vous allez dans le custom, des choses complètement personnalisées, que là, c'est important de le tester dans Email en Asset juste pour s'assurer que vous ne déviez pas. Des fois, c'est surprenant comment ça sort un courriel. Par exemple, il va être super beau dans un iPhone 8, puis après, je regarde dans un Samsung, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, maintenant, Eric va vous présenter rapidement quelques outils de création graphique que vous pouvez Ah, utiliser. ça, c'est moi qui se présentais ça. Je ne le savais pas. On peut le faire ensemble si tu Oui, veux. peut-être, mais dans le fond, c'est ça. Il y a Canva. Canva, c'est un outil qui est énormément utilisé justement pour des gens qui ne sont pas graphistes. C'est un outil qui est en ligne, qui permet justement pour les débutants, puis il y a des forfaits qui sont payants et gratuits, qui peut être utilisé justement pour faire des médias sociaux, des choses comme ça. On fait quand même plusieurs formats à partir de Canva. Adobe, ben, c'est un logiciel plus professionnel. Moi, ça fait 25 ans que j'utilise Adobe. Les logiciels comme Illustrator, Photoshop, il y a un ensemble de logiciels à ce niveau-là. Ça fonctionne avec des plans payants. On peut faire pas mal de choses. Il y a des logiciels d'animation, il y a un paquet de logiciels à ce niveau-là. Puis Design Bold, ça, je ne le connais pas, par exemple, Chloé, hein. Non, moi non plus, je ne le connais pas, mais quand Oh, je cherchais les outils en ligne les plus populaires, ceux-là, ils ressortaient beaucoup. Par contre, c'est un niveau avancé. Je dirais que ça ressemble un peu plus comme à Photoshop. Donc, pour quelqu'un qui est débutant comme moi ou qui n'est pas graphiste, je ne le recommanderais pas. J'irais plus avec Canva qui est débutant, là. OK. C'est la même chose pour PictoChart, là. Je n'avais jamais entendu un parler antérieurement, là, que je peux. PictoChart, ça ressemble beaucoup à Canva. C'est un compétiteur de Canva, dans le fond, et il offre aussi des plans gratuits et payants. Donc, c'est pour ceux, par exemple, qui n'aiment pas Canva ou qui veulent aller vers une autre proposition, il y a PictoChart qui est disponible. Puis aussi, PictoChart, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire des graphiques quand même élaborés avec des statistiques de ta compagnie. Puis là, ben, finalement, CyberImpact, je te laisse-tu en parler ou tu veux que Oui, tu. je peux en parler si tu veux. Dans le fond, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il y a l'éditeur de courriel, mais il y a aussi l'éditeur d'images. Par exemple, dans les modèles pré-bâtis, des fois, vous allez avoir un titre sur une image, mais vous pouvez la modifier. Vous pouvez cliquer dessus, il va y avoir un éditeur d'image qui va s'ouvrir. Ça ressemble à... Tout est noir, ça ressemble un peu à Photoshop, mais c'est très simple. Ça vous permet de changer le texte, la couleur du texte, de changer l'image d'arrière-plan, de jouer avec la rondeur. Fait que vous avez même vous avez même un outil pour modifier vos images en même l'infolette de CyberImpact. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Parfait. Je vois des petits cœurs puis des thumbs up, fait que j'imagine Il qu'il y en doit a en avoir qui... qui le connaissent, là, dans le C'est fond. ça.
Donc, maintenant, on va passer aux questions et réponses. J'en ai sorti quelques-unes au courant de la présentation, mais s'il y en a qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les poser dans les discussions, dans les Q&A. On va essayer de faire le tour. Donc, on va commencer par, j'ai Virginie ici qui dit, mais les templates de CyberImpact ne permettent pas de faire déborder les photos ou d'avoir autre chose que des images carrées rectangulaires. Donc, c'est difficile de faire soi-même, mais il y a certains modèles pré-bâtis de CyberImpact que nous, on a fait embarquer une image par-dessus une autre section. Je donne un exemple, un template de golf. Il y a une flèche qui embarque par-dessus une autre image. Fait que vous pourriez juste sauvegarder cette section-là, l'importer dans votre modèle, puis changer l'image, changer les couleurs pour les mettre à l'image de votre compagnie. C'est sûr que c'est un peu plus avancé, mais c'est possible de le faire. Euh, j'ai Pauline qui dit, dans la hiérarchie des infos, mettrais-tu l'image photo en dessous du logo? Est-ce que tu veux répondre, Eric? Là, c'est dur d'illustrer vite, vite, rapidement comme ça. Tu sais, elle a l'air de quoi, là, la photo en question, là. Mais oui, la photo pourrait se retrouver au-dessus, puis on pourrait avoir la promotion qui se retrouve sous la photo, là. Tu sais, on peut inverser, ça peut être la promotion, la photo en dessous, là. C'est sûr que là, rapidement comme ça, de répondre, tu sais, ça va dépendre de l'image, là, mais oui, ça pourrait être très possible d'avoir une image avant la promotion en question, là. Parfait. J'ai Karine qui demande, il paraît que les boutons de CTA de couleur rouge sont ceux qui fonctionnent le mieux. Je me souviens plus, mais j'ai vu ça quelque part. Donc, est-ce que tu veux répondre par rapport à cette question-là? Ben, tu sais, tantôt, on a vu les couleurs. On l'a dit que, tu sais, le rouge était la couleur qui incitait justement, qui a le plus gros impact au niveau émotionnel. Fait que c'est sûr qu'un le rouge peut attirer les gens à cliquer, mais ça va dépendre toujours, le rouge est marié avec quelle couleur, là, tu sais. On parle d'agencement de couleurs, là, tu sais, si le rouge est sur un fond orangé, je suis peut-être pas sûr que le rouge est une bonne solution à ce moment-là, là. Ça serait vraiment d'uniformiser, justement, les couleurs avec l'ensemble de ce qu'on avait parlé tantôt de la charte graphique, là. Ce qui est important, c'est qu'on veut que ce soit le bouton qui ressort le plus. Fait que, tu sais, si on choisit une palette de couleurs, bon, on va s'attendre à ce que justement le contraste soit là. Si on est sur une photo, on va peut-être mettre le bouton à ce moment-là en blanc, ou si on est sur un fond pâle, là, à ce moment-là, on va pouvoir mettre la couleur qui est la plus prédominante. Mais je n'ai pas de statistiques à dire si tous les boutons devraient être rouges, par exemple. Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai pas de statistiques. Puis, tu sais, on va revenir à la charte graphique comme Eric a mentionné. S'il n'y a pas de rouge dans votre marque, je ne vous conseille pas de mettre de rouge, ça va faire un gros clash. Prenez plutôt la couleur qui contraste le plus dans votre charte graphique. Par exemple, moi, dans l'image, par exemple, des questions et réponses, ben, mon bleu pâle, vous allez le voir, souvent, c'est la couleur que j'utilise pour les boutons d'appel à l'action parce qu'elle est un peu plus vive. Mes autres couleurs sont plus dans le foncé d'habitude. Donc, voilà. J'ai Sabrina qui dit, pour le contraste des couleurs, le mode sombre doit beaucoup jouer là-dessus aussi, je présume. Dans le fond, le mode sombre, c'est que sur les appareils mobiles ou ordinateurs, les gens ont la possibilité d'au lieu d'avoir le mode clair-blanc, de mettre le mode sombre. Donc, oui, il peut avoir un impact des couleurs. Par contre, les outils, par exemple, si votre texte est noir, ben, les outils vont automatiquement le mettre blanc en mode sombre. Fait que vous n'avez pas à y penser tant que ça. C'est plus si vous utilisez beaucoup de couleurs pastel, ben là, il ne va pas tout le temps avoir le switch qui va se faire. Fait que ça se peut que, je sais pas, ou si vous utilisez beaucoup de couleurs foncées en mode sombre, il risque de pas beaucoup se démarquer par rapport au reste du texte. Mais sinon, pour tout ce qui est écriture, lisibilité, ça, le transfert de couleur va se faire automatiquement, donc vous n'avez pas à y penser. Je ne sais pas si Eric, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ben, si je peux, oui. Dans le fond, avec l'expérience que j'ai justement de CyberImpact, ça arrive à l'occasion, là, tu sais, qu'on va vouloir changer le pied de page de couleur. Puis à ce moment-là, tu sais, vous avez un avertissement qui s'affiche là, que là, le logo de l'entreprise ne ressortira pas bien ou les textes ne ressortiront pas bien. À ce moment-là, il y a un genre de warning qui s'affiche à ce moment-là pour justement nous inciter à changer les couleurs pour que ça ressorte bien, là. Fait que ça, c'est quelque Parfait. chose que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai Joanne qui demandait pensée pouce, ça veut dire quoi? Je m'excuse, j'ai peut-être pas été claire à ce niveau-là. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous scrollez dans le fond sur votre téléphone,
souvent les gens vont scroller avec leur pouce. Des fois, il y a des boutons qui sont plus petits que le pouce d'une personne. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que votre bouton d'appel à l'action soit assez gros. Je ne parle pas trop gros pour qu'il fasse tout l'écran, mais assez gros pour que un pouce puisse rentrer dans le bouton. C'est la seule chose, dans le fond, qui est important. Euh, Ici, j'ai Gianna qui demande, je n'arrive pas à insérer une vidéo qui s'ouvre directement dans une infolette au lieu de s'ouvrir dans YouTube. Il y a une raison pour ça, c'est que si vous insérez en fait, c'est pas possible, il y a aucune application qui permet ça. Et la raison, c'est que ça va être trop lourd. Si vous envoyez une vidéo par courriel, ça va prendre beaucoup trop de temps pour que l'infolette charge et ouvre pour le lecteur. C'est pour cette raison-là qu'à chaque fois, la seule chose qui est possible de faire, c'est de mettre une image dans le fond de votre vidéo avec un lien qui mène vers votre vidéo hébergée, que ce soit sur YouTube, Vimeo ou une autre plateforme. Euh, En même temps, le but, c'est aussi d'avoir un cité, donc d'amener vos gens vers ailleurs. Si vous avez une chaîne YouTube, c'est parfait dans le fond parce que ça va amener du trafic vers votre chaîne YouTube. Peut-être que vos abonnés vont découvrir d'autres vidéos qu'ils trouvent pertinentes, qui auront plus de chances de convertir par la suite. Donc, c'est pour cette raison-là que ce n'est pas possible d'intégrer des vidéos en même une infolette. Ici, Ben, excuse, peux-tu juste rajouter un petit point ici? Dans le ouais, fond, oui, tu sais, si les gens tu sais, ils veulent justement inciter les personnes à voir la vidéo, ben, il y a possibilité de mettre une courte vidéo en GIF animé. À ce moment-là, tu vas voir que tu sais, il y a une interactivité, puis s'ils veulent voir le contenu, ils vont cliquer dessus. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on avait dit tantôt d'entrée de jeu qu'avec Outlook, ça ne se ferait pas, mais si la balance des messageries le prennent en compte, ben, tu sais, c'est une possibilité. Des fois, on voit ça justement, là, on va voir les 2, 3 premières secondes qui roulent en GIF en loop, là. Ben, c'est une façon qui peut être utilisée justement pour promouvoir une vidéo. vraiment, c'est une très bonne idée. Idéalement, ça prend un graphisme dans l'entreprise. C'est un petit peu plus compliqué à faire, mais c'est une super bonne idée en effet. Euh, Dans les autres questions, j'ai Isabelle qui demande, concernant le respect de l'image de marque, ce serait intéressant de pouvoir mettre les logos des médias sociaux d'une couleur personnalisée. Donc, j'imagine que Isabelle fait référence à Cyber Impact. Euh, il y a plusieurs personnes qui l'ont demandé, c'est dans notre liste de choses à faire. En ce moment, les logos les icônes, dans le fond, des réseaux sociaux, c'est pas possible d'échanger. Puis il y avait des raisons derrière ça, c'est que justement, on a peur que ça paraisse pas en mode sombre ou en tout cas, ça a pas de l'air compliqué, mais derrière, côté développeur, c'est plus compliqué à faire, mais c'est dans la liste des choses qui vont s'en venir éventuellement. Sinon, j'essaie de chercher d'autres questions. J'ai Gisèle qui demande, est-ce qu'il y a un nombre de boutons à respecter dans une même diffusion, donc dans une même infolette? Donc, non, il n'y a pas de nombre de boutons. C'est sûr que moi, comme j'ai mentionné, idéalement, je recommande une nouvelle importante par infolette et si vous avez d'autres nouvelles secondaires qui sont moins importantes, euh, tu sais, je dirais maximum 3 boutons. Au-dessus de 3 boutons, ça commence à être vraiment beaucoup. Puis vous allez le voir dans vos statistiques de performance de clics, de taux de clic, que plus on descend dans l'infolette, moins il y a de gens qui cliquent. Donc, voilà pourquoi je recommande de ne pas aller au-dessus de 3 boutons. Bien sûr, pour tout ce qui est e-commerce, boutique en ligne, c'est pas nécessairement la même chose. Si vous avez une promotion pour hommes, femmes, c'est normal qu'il y ait plus de boutons. Mais quand même, ça reste que le but, vous voulez que les gens aillent voir votre offre sur le site web, donc évitez de mettre trop de boutons. Dans les autres questions, j'essaie de voir. Julie demande, email en acide me semble payant. Existe-t-il une autre application gratuite? Donc, effectivement, email en acide, c'est payant. Je ne connais pas d'autres plateformes qui sont gratuites. Personnellement, je l'utilise parce que je trouve que c'est celle qui performe le plus, qui me donne le plus de résultats sur des clients fournisseurs de courriels et appareils mobiles. Mais si vous écrivez dans Google, testeur de courriel sur fournisseur, vous allez en avoir sûrement d'autres qui vont sortir. Puis je vous dirais que ça dépend aussi du type de clientèle que vous avez, là. Tu sais, tantôt, tu disais là, que
C'est quoi? C'était 4 courriels sur 10 à peu près qui étaient ouverts par un mobile, mais ça va dépendre du type de clientèle. Tu sais, nous, on a des clients que c'est beaucoup, les gens les ouvrent beaucoup sur les heures de bureau, ça fait qu'ils vont justement les ouvrir avec des ordinateurs de bureau, ça fait qu'on n'a pas nécessairement ces statistiques-là. Tu sais, c'est pas une statistique universelle, là. Nous, ça peut ressembler peut-être à du 5 là, puis des fois, il y a ça va toujours dépendre du moment que le courriel est envoyé aussi. Là. Tu sais, c'est un paquet de statistiques, là, mais de façon générale, là, ça va dépendre le type de clientèle que vous avez. Vous allez pouvoir le mesurer avec le temps. Si vous utilisez CyberImpact ou un autre outil, là, on a moyen de voir justement le pourcentage de taux d'ouverture. Ça fait que tu sais, des fois, peut-être qu'un outil comme ça n'est pas nécessairement indispensable non plus, là. Éric, j'ai une vraiment belle question pour toi qui est posée par Diane. Elle dit, est-ce que Éric donne des formations individuelles? C'est pas arrivé jusqu'à présent. On pourrait essayer de voir. Écoute, il va falloir que tu t'en proposes parce que je pense que tu vas être très demandé de ce côté-là. OK. Je verrai à ça. J'ai une autre question de Yasmina. Ça n'a pas rapport avec le design d'infolette, mais je vais y répondre quand même. Elle demande, est-ce que les données de CyberImpact sont hébergées au Canada? Donc oui, les données de CyberImpact sont hébergées au Québec, au Canada. Donc, on respecte la loi 25. On a beaucoup d'industries, justement, qui sont dans le domaine gouvernemental, tout ce qui est loi. Donc, c'est important que les données soient hébergées ici. Comme ça, c'est les réglementations canadiennes qui entrent en vigueur. Donc, il est 13 heures, ça fait le tour. Euh, oh, attends, je vais juste répondre à la dernière question parce qu'on ne l'a pas vu. Pauline demande, j'ai un client qui ne voit pas mes boutons. Est-ce que c'est à cause de Outlook? En fait, Pauline, je t'inviterais à écrire en notre chat, en notre support, parce qu'il va falloir qu'il aille voir dans tes envois. Il peut y avoir plein de raisons pour ça. C'est sûr que si je n'ai pas accès, c'est difficile pour moi de répondre. Donc, tu peux écrire par courriel ou par chat à CyberImpact ou même appeler. Ils vont faire un plaisir de te répondre. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir participé. On n'a pas le temps de répondre à toutes les questions parce qu'à chaque fois, ça déborde. Mais j'espère que vous avez trouvé ça pertinent, que vous avez appris des choses. Merci, Eric, d'avoir accepté mon invitation aussi. Oui, je suis content. Tu sais, au départ, j'ai hésité un peu à répondre oui, mais j'ai aimé l'expérience. Fait que ça va peut-être être à refaire à l'occasion. On verra si l'occasion se représente à nouveau. C'est sûr. Fait que je vous souhaite un beau restant de semaine et surtout un beau temps des fêtes. Ça arrive bientôt, les vacances. Tout le monde profitez-en pour passer du beau temps avec vos amis, votre famille et essayer de vous reposer. Donc, à la prochaine. Passez une belle journée. Bye bye. Bye.